autre histoire d'en dire plus. Alors aujourd'hui, on va parler de la suite de George Lucas, sa biographie. On en était à Indiana Jones et on va faire les productions suivantes. Donc dès 1979, George Lucas produit des films pour d'autres réalisateurs. Il débute par American Graffiti, la suite, le second volet de son film American Graffiti, réalisé par Bill L. Norton. En 1980, en compagnie de Francis Ford Coppola, il produit Kagemusha à l'ombre du gardien du cinéaste Akira Kurosawa, dont les deux amis sont de grands admirateurs. En 1984, un an après la sortie du Retour du Jedi, il capitalise la sympathie qu'inspire aux enfants le personnage des Ewoks et produit pour le ABC le téléfilm L'aventure des Ewoks, qui est pour moi un souvenir d'enfance. L'année suivante, il propose toujours à la même chaîne la suite, le téléfilm La bataille d'Andorre. La même année, il produit Latino pour son vieil ami Axel Wexler. Ce documentaire, présenté au Festival de Cannes, relate la révolution sandiniste au Nicaragua. Toujours la même année, il produit également une autre œuvre projetée au festival, Mishima, qui retrace la vie du secret de l'écrivain Yukio Mishima. En 1986, il produit Labyrinthe pour Jim Henson, le créateur du Muppet Show et de Howard, une nouvelle race de héros, produit par Willard Wick, le scénariste des films de American Graffiti, Indiana Jones et le Temple Maudit. En 1988, il produit Willow, un film d'aventure fantastique dont il est également scénariste. Il est réalisé par Ron Howard, que Lucas avait dirigé en tant qu'acteur sur American Graffiti, et met en vedette Warwick Davis, qui interprète Wicket l'Ewok dans les films Retour du Jedi, L'aventure des Ewoks et La bataille des Andorre. La même année, il produit 3 autres films, Powakatsi, un documentaire de Geoffrey Reggio, Tucker, une biographie de l'industriel Preston Tucker par Francis Ford Coppola, et Le petit dinosaure et la vallée des merveilles de Don Bluth. Parallèlement, Lucas produit des attractions Captain EO avec Michael Jackson en 86 et Star Tour en 87 pour les films et les parcs Walt Disney. En 1989, Lucas retrouve Steven Spielberg à la réalisation pour le 3e volet des aventures d'Indiana Jones. Indiana Jones et la dernière croisade. 3 ans plus tard, Lucas lance une série sur la jeunesse du héros. Les aventures du jeune Indiana Jones sur ABC. La première saison débute le 4 mars 1992 et est composée de 7 épisodes d'1 heure, diffusés chaque semaine. Le tournage de la seconde saison débute le 13 mai 1992 et se déroule sur plusieurs pays d'Afrique ainsi qu'en Italie, en Angleterre, en Israël, en Irlande et en Tchécoslovaquie. Elle débarque sur ABC le 21 septembre de la même année et se focalise notamment sur les événements de la Première Guerre mondiale, durant laquelle Indiana Jones devient soldat puis espion pour le gouvernement belge. La 3e et dernière saison est diffusée à partir du 15 octobre 1994 sous la forme de 4 longs téléfilms. La série a demandé 170 semaines de tournage dans 25 pays et sert de laboratoire à ILM et George Lucas pour expérimenter de nouvelles techniques, en particulier la multiplication numérique des personnages à l'écran. Au début des années 90, Star Wars a un regain de popularité grâce aux séries de bande dessinée de Dark Horse, aux romans de Timothy Zahn et à la sortie de plus en plus nombreuses de jeux vidéo issus de l'univers. Cela conforte Lucas dans l'idée que se réaliser de nouveaux films. Il commence ainsi l'écriture de la nouvelle trilogie le 1er novembre 1994. Le tournage de La menace fantôme, le premier film, débute le 26 juin 1997
et prend fin le 29 septembre de la même année. Il a principalement lieu au studio de Levetson en Angleterre, et le film sort le 19 mai 1999, et malgré une critique mitigée, il frôle le milliard de dollars de revenus bruts et devient le film ayant le plus rapporté pour l'année 1999. L'attaque des clones, le second volet de la nouvelle trilogie, est l'occasion pour Lucas de tourner un film entièrement numérique. Lors du tournage de La Menace fantôme, il n'avait pu le faire que pour une seule scène, car la technologie adaptée n'était pas encore au point. Pour le film, Sony développe la technologie vidéo de définition, créant la caméra HDW F900. Contrairement au précédent film, Star Wars l'attaque des clones n'est pas filmé en Angleterre mais en Australie, au studio de la Fox à Sydney, du 26 juin au 25 août 2000. Le film est un succès commercial, même s'il n'atteint pas le niveau de La Menace fantôme. Il se hisse cependant à la 4e place annuelle au niveau mondial. Le tournage du troisième volet, La Revanche des Sith, débute le 30 juin 2003 et prend fin le 17 septembre, toujours à Sydney. Des scènes additionnelles ont été également tournées au studio de Shepperton et au studio d'Elstree à Londres, du 23 août 2004 au 31 janvier 2005. Mais contrairement aux autres films Star Wars, il n'y a pas de tournage en extérieur pour La Revanche des Sith. Lucas le présente hors compétition le 15 mai 2005 au Festival de Cannes, en présence des interprètes Samuel L. Jackson, Natalie Portman, Hayden Christensen, Ian McDiarmid, Anthony Daniels et du producteur Rick McMallum. Le film reçoit un accueil favorable de la part des critiques de cinéma. Et lui aussi un succès commercial. Il se hisse à la première place annuelle en Amérique du Nord et à la 2e place au niveau mondial. La deuxième trilogie, tout comme la première, était ainsi un succès planétaire. La série Clone Wars et Red Tails. Peu après la sortie du 6e Star Wars, Lucas décide de capitaliser une nouvelle voie sur la franchise en lançant la production d'une série télévisée d'animation nommée Star Wars The Clone Wars, dont il confie la direction à l'animateur David Filoni. Lucas prend cependant le risque d'attendre presque la fin de la production de la première saison avant de proposer la série à une chaîne. De plus, il ne trouve pas de preneur dans l'immédiat. Fox Broadcast Company, la société sœur de 20th Century Fox, qui a distribué les 6 premiers Star Wars, décline l'offre, laissant la chaîne Cartoon Network se charger de la diffuser. La série est un succès et connaît un pilote sorti au cinéma, cette saison et 133 épisodes. Le 1er janvier 2007, lors de la parade des Roses de Pasadena, George Lucas annonce qu'un 4e volet de la série Indiana Jones est en cours de production. Le titre est annoncé en septembre de la même année. Il s'agit d'Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal. Le film est une nouvelle fois réalisé par Steven Spielberg et il sort dans les salles le 22 mai 2008. Le scénario est de Lucas, mais le script est l'œuvre de Jeff Nathanson et David Koepp, encore lui. Le film est comme les autres Indiana Jones, un succès au box-office, mais il reçoit des critiques mitigées. Et c'est pas peu dire, moi je suis de ravi. Le 16 avril 2009 débute le tournage de l'escadron Red Tails, produit par Lucas et réalisé par Anthony Hemingway. Il s'agit d'un film qui s'inspire de l'histoire d'un groupe de pilotes noirs américains durant la Seconde Guerre mondiale. Depuis 1990, Lucas a en tête ce projet qui sort finalement sur le cinéma américain le 20 janvier 2012. Au mois de février de la même année sort la version 3D de Star Wars épisode 1, La Menace fantôme. Le succès du mondial d'Avatar de James Cameron a en effet convaincu Lucas de convertir les 6 Star Wars en 3D. En mai et juin 2011, l'attraction Star Tours Adventures Continues
est lancée dans plusieurs parcs Disney. Celle d'Hollywood Studios est présentée par Bob Iger, président directeur général de The Walt Disney Company, et George Lucas. Les deux hommes se connaissent depuis 1991. Bob Iger était alors PDG de la chaîne ABC pour laquelle Lucas a produit les aventures du jeune Indiana Jones. Iger profite de cet événement pour proposer à Lucas le rachat de Lucasfilm par Disney. Le créateur de Star Wars rejette l'offre, mais les échecs successifs de Red Tails en janvier 2012 et de la Moonrise Phantom en 3D en février font changer Lucas d'avis. En juin 2012, en prévision de son départ en retraite, George Lucas annonce que la productrice de tous les films, Indiana Jones, Kathleen Kennedy, va co-diriger la compagnie à ses côtés. Le mardi 30 octobre 2012, c'est The Walt Disney Company qui annonce l'acquisition de la société de production Lucasfilm pour une somme de 4,05 milliards de dollars en numéraire et en actions. Le même jour, Lucas et Iger annoncent publiquement la sortie officielle au cinéma de Star Wars épisode 7, Le Réveil de la Force pour 2015, suite qui initiera une troisième trilogie. George Lucas devait alors devenir consultant pour les prochains films Star Wars, car il avait rédigé en secret une trame générale pour une nouvelle trilogie. Mais finalement, Disney préfère opter pour une histoire différente et en profite pour l'exclure de la production des films. Après la sortie cinéma de l'épisode 7, Lucas indique être déçu par le film, particulièrement car il reprend énormément à la trame du premier Star Wars de 1977. Les sources d'inspiration de Mr. Lucas. Passionné de mythologie, George Lucas puise énormément dans les récits anciens pour écrire ses histoires à l'Université de Californie du Sud. Il se lance même dans les études d'anthropologie pour mieux connaître la mythologie et le fait religieux. Il est fasciné par le fait que les cultures différentes reposent souvent sur la même histoire et la même mythologie. Pour écrire ses scénarios, Lucas s'inspire d'ailleurs, de la base narratologique du voyage du héros. Pour cela, il s'aide surtout des livres d'anthropologie, Le Rameau d'Or, 1890, de Sir James George Fraser, et en particulier du héros au mille et un visages de 1949, de Joseph Campbell. Lucas est passionné par le cinéma expérimental et par les films de l'Office national du film du Canada. Il s'inspire de 66 de Jean-Claude Labrec et de 2187 d'Arthur Lipset et des documentaires de Claude Jutras. Grand admirateur du cinéaste Akira Kurosawa, dont il produit même l'un des films, George Lucas s'inspire de plusieurs scènes de son modèle japonais pour ses propres films. Il appuie notamment sur L'Ange ivre, Les 7 samouraïs, Le château de l'araignée, La forteresse cachée, Derzu-Zala et Ran en 85. Et le premier en 48. Pour créer la saga Star Wars, George Lucas s'inspire de films de science-fiction comme les séries et le film Flash Gordon en 1936, Buck Rogers en 1939, le film Metropolis en 1927, Le jour où la Terre s'arrêta en 1951, 2001 d'Odyssée de l'espace en 1968, Blade Runner en 1982, le roman Une princesse de Mars 1917 et la bande dessinée Valérian et Laureline depuis 1967. Toujours pour une épopée guerrière, Star Wars, le réalisateur prend pour modèle les films de guerre comme Air Force de 1943, Les briseurs de barrages de 1955, Tora 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 de 1970, mais aussi de la guerre de sécession, ainsi que des films de propagande du Troisième Reich et de la montée en puissance d'Adolf Hitler dans l'Allemagne d'entre les deux guerres. Lucas s'inspire également des westerns. Deux personnages de Star Wars, Han Solo et Boba Fett, sont deux archétypes du genre. Le premier incarne le hors-la-loi louche mais bon,
et second, l'impitoyable chasseur de primes. À partir de 1977, après le succès de la guerre des étoiles, George Lucas investit 3 millions de dollars par an dans la recherche et le développement pour faire évoluer la technologie du cinéma. Il crée également la société d'effets spéciaux, donc Industrial Light and Magic, qui développe le son THX et les jeux vidéo avec Lucasfilm Games, dont j'ai fait les épisodes. Ils sont disponibles sur le podcast. Il engage Edwin Catmull, alors Catmull qui est à l'origine d'algorithmes de 3D, et John Lasseter, futur patron de Pixar, au sein d'une nouvelle division qu'il nomme Lucasfilm Computer Division, qui deviendra par la suite Pixar. Ils y développent le montage audio et vidéo et imaginent une machine qui permet de scanner les images d'une pellicule et de les numériser dans un ordinateur. Le son THX devient par la suite la norme pour le meilleur son. ILM s'impose dans les effets spéciaux et une autre division de Lucasfilm, Skywalker Sound, s'impose comme l'une des meilleures unités de post-production sonore. Pour abriter toutes ces entités, dès 1978, Lucas construit dans le comté de Marin, en Californie, le Skywalker Ranch. Le lieu est doté de parking souterrain, d'un centre de remise en forme, de salles de montage et de projection, d'un vignoble, d'une auberge et de son propre service d'incendie. En 1991, il crée la fondation George Lucas pour l'éducation. Père de 2 enfants scolarisés, il trouve que l'école n'exploite pas certaines pistes d'apprentissage. Il décide d'investir pour mettre en avant des approches innovantes pour aider les enfants. Et la fondation propose le site web Edutopia qui explique les différentes techniques d'apprentissage qu'elle a développées. En 2008, Lucas est entendu par le sous-comité des télécommunications et de l'Internet de la Chambre des représentants des États-Unis en tant que dirigeant de sa fondation. Il plaide en faveur d'un soutien par le pays d'un réseau éducatif accessible à tous par un accès Internet au débit gratuit. En 2010, Lucas souscrit à la promesse de non une campagne de philanthropie dirigée par Warren Buffett et Bill Gates, lancée auprès des personnes les plus fortunées des États-Unis. Il s'engage à donner une partie de sa richesse à des associations caritatives. En 2013, il annonce la création d'un musée Lucas d'art culturel qu'il prévoit construire près du pont du Golden Gate à San Francisco. L'espace qu'il a choisi se situe dans le parc de Presidio. Malheureusement, il ne parvient pas à s'entendre avec les gestionnaires du parc, notamment sur le visuel qu'il a choisi, se situe sur le visuel du projet. En 2014, Rahm Emanuel, le maire de Chicago, propose à Lucas de construire son musée sur les rives du lac Michigan. Le projet est rebaptisé Musée Lucas des Arts Narratifs, est alors validé pour la municipalité de Chicago en 2015. Mais il n'aboutira pas non plus dans cette ville. Il est ensuite annoncé à Los Angeles dans Exposition Park. Pour de nombreux amateurs de la saga, le statut de George Lucas a basculé de celui de Messie à Judas, traître à la religion qu'il avait lui-même créée. Ce désamour arrive dès 1983 avec le retour du Jedi. À cette époque, Lucas ressent l'amour excessif des fans comme un danger pour sa sécurité et celle de sa famille. Il est alors heureux de mettre un point final à la première trilogie. Cependant, il annonce en 1993 le lancement d'une seconde trilogie. Pour allumer la flamme des fans et en convertir de nouveaux, il offre une cure de jouvence numérique aux 3 premiers films qui ressortent en 1997. C'est un succès financier, mais cela fait hurler certains fidèles pour qui les nouveaux effets numériques défigurent les œuvres originales. Une scène en particulier cristallise ce moment,
celle où Han Solo abat le chasseur de primes Greedo. Grâce à un effet numérique, c'est désormais Greedo qui tire le premier. De plus, Lucasfilm ne commercialise par la suite que la version modifiée des films et interdit la projection des copies originales. Des fans contre-attaquent et alors proposent des versions originales sur des sites internet. Les fans rappellent, comme le projet 4K77 dont je vous ai parlé en podcast sur mon podcast, si ça vous intéresse. Les fans rappellent également à Lucas en 1988, il milita avec plusieurs cinéastes devant le Congrès des États-Unis contre la colorisation des vieux films, alors que lui se permet quelques années plus tard de retoucher sensiblement la trilogie originelle. En 1999, le premier film de la seconde trilogie, La menace fantôme, déçoit également beaucoup. Selon le journaliste Philip Gage, le film est vu comme certains comme une catastrophe pratiquement insurmontable. Béret gratos, un épisode de 2002 de la série South Park, un t-shirt Anne Shot First. Anne a tiré en premier, apparu en 2004. La chanson George Lucas, Rape of Childhood. George Lucas a violé notre enfance. Le groupe Hot Waffles en 2005. Et le documentaire The People vs George Lucas, le peuple contre George Lucas, en 2010, sont les exemples avec les plus marquants de ces déceptions. La vente de sa société en 2012 est parfois expliquée comme une lassitude de sa part par rapport au conflit perpétuel avec les fans de Star Wars, la saga qui l'a rendu richissime mais qui l'a également phagocyté de sa vie et de sa carrière. En 1967, George Lucas, alors étudiant à l'Université de Californie du Sud, est engagé par la monteuse Verna Fields pour travailler sur un documentaire sur le voyage du président Lyndon B. Johnson en Extrême-Orient. C'est durant ce travail qu'il rencontre la monteuse Maria Lou Griffin. Moins de 2 ans plus tard, le 22 février 69, les deux jeunes gens se marient à l'église méthodiste de Pacific Groves, dans le comté de Monterey, en Californie. Voilà ce que je voulais dire. Après, la filmographie, vous la connaissez tous. J'ai pas besoin de vous la refaire. La dernière chose qu'il a créée au cinéma, c'est l'escadron Red Tide, réalisé par Anthony Hemingway, donc produit par George Lucas, qui est sorti en 2012. À la télévision, c'est The Clone Wars qui s'est fini en 2014. Et George Lucas a fait un caméo dans un des Star Wars, l'épisode 3, La Revanche des Sith. Il joue le baron Papanoïda. Il a reçu de nombreux prix de 1974 à 2015 et autant de nominations. Je ne fais pas le détail du budget de ces films, du rendement de ces films. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Histoire d'en dire plus. Et je vous dis ciao ciao. Bye.